8 au féminin. Durant ce mois de mars, nous avons promis que nous vous ramènerions des profils de qualité, des femmes de parcours, des femmes qui ont à apporter autant pour ce qui est de ces jeunes femmes en quête de repères que pour ces femmes de manière globale. Aujourd'hui, nous vous emmenons en compagnie d'une dame qui a choisi une science, la dictologie. On sait que les femmes, elles sont touchées par la dictologie de leurs enfants. Elles sont touchées par la dictologie d'elles-mêmes, c'est-à-dire ces substances légales ou illégales dont on abuse, ces habitudes dont on abuse. Et donc, avec la femme de ce jour, on apprendra davantage sur ce qui peut pousser une femme à étudier dans le domaine, à travailler dans le domaine, davantage à servir sa nation dans le domaine. Allez, dans l'élément qui va suivre, on va camper, on va présenter, on va faire le décor et juste derrière, vous l'aurez pour notre entretien. Dans la société camerounaise, voire africaine, les drogues connaissent une forte expansion. Elles touchent les jeunes, les enfants et partant les mères et les femmes. Les spécialistes dédiés à l'étude du comportement interviennent donc à cet effet. À côté des psychologues, il y en a qui se comptent parmi les addictologues. Notre femme de parcours pour cette édition de 8 au féminin est une pionnière en addictologie et réduction des méfaits des drogues. Elle tient les rênes du centre de soins en toxicomanie dans un hôpital dans la ville de Yaoundé. Elle est présidente de l'Association des médecins du Cameroun. Le docteur Marilène Kémé est de ces femmes qui se sont frottées au métier dit d'homme sans rien perdre de sa féminité. Elle, c'est une femme de parcours inspirant, addicte au bien-être humain. Retrouvons-la dans notre échange. Chers téléspectateurs, je vous l'ai présenté dans le reportage précédent. Elle, c'est le docteur Kémé, Marilène Kémé. Elle est pionnière dans son domaine au Cameroun. On parle d'addictologie, une science qui ne rentre pas forcément dans notre culture. Heureusement, on va en apprendre davantage avec elle sur ce plateau. Bonjour, docteur Kémé. Bonjour Christy. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ouais, je vais super bien maintenant que je suis là pour davantage profiter de votre lumière, je vais le dire comme ça, des femmes d'impact, de parcours. C'est donc celle que nous mettons en avant dans le cadre de cette émission. Je vais rentrer dedans sans forcément prendre, vous savez, je vais juste le faire. On parle d'addictologie. Chez nous, on n'est pas habitué à entendre parler de ça. Pour vous, c'est quoi? Alors, addictologie, ça veut dire addiction. Oui. Et les addictions, eh bien, ce sont de mauvaises habitudes, Oui. tout simplement. Donc, c'est la science qui étudie des mauvaises habitudes. Et vous savez que les mauvaises habitudes ont la peau dure, Exactement. comme on dit souvent. Oui. Donc, c'est une habitude qui, l'air de rien, s'installe et a du mal à partir. Donc, c'est une addiction qui va être en rapport soit avec une substance, les fameuses drogues, Oui. sauf qu'il y a des substances qui vont être licites, des substances illicites, certains médicaments. Oui. Et il y a des habitudes qui sont des comportements aussi. Donc, les écrans, Internet, le shopping, voilà. Donc, La bouffe même la aussi pour nourriture, certains. la bouffe, Oui. oui, bien sûr. La bouffe, boulimie, anorexie. Oui. Donc, c'est un peu comme cela qu'on peut décrire la dictologie. J'ai envie de dire qu'elle fait partie de ces sciences-là, forcément un tout petit peu comme la psychologie, que l'on attribue à un certain type de choses. Chez nous, on va dire la personne qui va voir le psychologue, c'est peut-être qu'elle a de l'argent à dépenser, c'est peut-être que, ben voilà, que quelque chose ne va pas bien. Mais en tant que femme, quand même, être à la tête d'un service comme celui que vous dirigez dans un hôpital à Yaoundé, je ne sais pas si ça vous dérangerait d'en parler, c'est pas quand même assez lourd porter tout ça? Voilà. Eh bien, c'est surtout très passionnant parce que c'est tout un parcours. Derrière le comportement, il y a toute une histoire. Oui. Ce sont souvent des histoires tragiques, malheureusement.
Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui a amené la personne à cette habitude, à cette mauvaise habitude. Pourquoi la personne fume? Pourquoi la personne consomme de la cocaïne? Pourquoi la personne finit son argent au casino? Pourquoi? Oui. Et donc, dans le pourquoi, il y a souvent toute une histoire. Et c'est cette histoire qu'il faut comprendre. Il faut identifier les problématiques, les problèmes, les blessures dans l'histoire et il faut les adresser et accompagner la personne vers, n'est-ce pas, la solution. Donc, c'est un défi de pouvoir rester professionnel parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont résonance également par rapport à moi, à mon histoire personnelle, à la personne que je suis. Donc, de pouvoir garder une distance qui va permettre au côté professionnel de demeurer, de préserver la relation thérapeutique pour le bien suprême du patient. Je parlais de la femme que vous êtes et je vais insister dessus parce qu'il y en a qui diraient quand on est femme, c'est beaucoup mieux de faire allusion professionnellement parlant à des sciences ou des notions plus simples, c'est-à-dire pourquoi pas la coiffure, pourquoi pas la couture. Il se dit que c'est plus simple, pourquoi pas autre chose, mais aller dans ce sens-là. J'ai envie de poser la question de savoir, c'est venu d'où? Eh bien, c'est aussi une histoire personnelle, finalement, parce que à un moment donné de ma pratique professionnelle, j'allais très mal. J'ai eu un gros épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Oui. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'une force de la nature comme moi peut tomber? Et quand je tombe, je me rends compte du contexte dans lequel je suis. À l'époque, je suis un jeune médecin, sans salaire. J'ai fait 4 ans sans salaire. Wow. J'avais presque pas de vie. C'était métro, boulot, dodo. J'avais vraiment à cœur de faire mon travail, mais en même temps, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir soutenir, il faut pouvoir... Donc, il y a toute cette problématique derrière qui pèse à un moment donné et qui a un impact sur... n'est-ce pas, ma vie professionnelle. Donc, je n'arrive plus à faire mon travail comme je dois le faire ou bien comme j'ai envie de le faire. Et à côté de cela, je commence surtout à comprendre mes confrères, mes collaborateurs, parce que, ayant étudié à l'étranger, j'avais une tolérance zéro pour certains comportements en milieu professionnel, parce que pour moi, je veux dire, en milieu professionnel, il faut être professionnel. Mais derrière maintenant ces comportements, j'ai commencé à comprendre qu'il y a une histoire. Derrière cette infirmière qui a besoin d'être un peu zoomée, excusez-moi, pour passer la garde, il y a un mari qui est malade, il y a un mari qui a fichu le camp, il y a des enfants, il y a une problématique. Derrière ce confrère qui vient toujours à 10 heures, qui a un certain comportement, il y a une histoire. Donc finalement, les gens ne sont pas fous. Pas du tout. S'ils agissent comme ceci ou comme cela, c'est parce qu'il y a une raison. Maintenant, c'est facile de juger, mais c'est encore plus difficile de s'interroger, de se dire, mais quelle est la motivation derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? Et c'est ça qui m'a envoyé vers les neurosciences, parce que la dictologie fait partie des neurosciences au même titre que la psychologie, la psychiatrie et toutes les autres neurosciences, pour aller en amont et pour s'interroger sur le pourquoi du comment. Et c'est ça qui m'a passionné. Je me suis dit, je vais faire ça. Et c'est comme ça que je suis allée vers cette formation et jusqu'à aujourd'hui, parce que la science est dynamique, on apprend tous les jours. Tous les jours, oui. Et ça fait que, voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans cette discipline. Et puis, on m'a fait confiance pour être à la tête de ce centre de prise en charge qui est dans l'hôpital dans lequel je suis née, qui m'a toujours soutenue également dans l'accompagnement de cette prise en charge. L'hôpital central de Yaoundé, voilà. Bien sûr. Donc vraiment, c'est toute une famille, n'est-ce pas, qui œuvre pour le bien-être de ses patients. Voilà. Je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent, puisque l'on évoque, je le rappellerai jamais assez, des femmes qui ont un certain parcours. Il faut dire quand même que c'est des femmes qui renvoient une sorte de message à l'endroit de ces femmes, jeunes femmes qui nous regardent, qui se disent, allez, est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que je ne rêve pas tant que extrêmement? Est-ce que mes rêves ne sont pas aussi grands que ça? Bon, je crois qu'avec des profils comme les vôtres, on se dit,
il faut rêver, il faut oser, surtout que vous êtes à la tête d'une association, celle des médecins du Cameroun, dans laquelle on retrouve de grosses pointures, autant féminines que masculines. Absolument. Là, je crois que peut-être il faudrait nous parler aussi de cette position-là, en tant que femme, diriger des personnes de ce type. Comment ça se passe au quotidien? L'association des médecins du Cameroun, Medcamer, c'est une association. C'est vraiment une mastodonte. Dans le serment d'Hippocrate, on dit mes collègues seront mes frères. Absolument. Donc c'est vraiment une fratrie, bien une fraternité, si vous voulez, de personnes qui ont envie de faire la différence. Donc on veut à un moment donné poser le stéthoscope à côté et réfléchir à comment améliorer les choses. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on nous a appris à soigner, etc. Mais quand on voit un patient revenir tout le temps, on s'interroge, mais pourquoi il revient tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son environnement? Il faut aller regarder pour être efficace. C'est pour ça qu'il y a des spécialités comme la santé publique. Il faut qu'on soit holistique, il faut qu'on soit englobant, n'est-ce pas, dans notre manière de soigner. C'est pour ça que Medcamer, c'est 3 axes, c'est la population, les soignants et puis les leaders aussi, les dirigeants. Parce que toutes ces trois entités doivent se mettre ensemble pour pouvoir améliorer le système de santé de manière générale. Et aujourd'hui, l'approche une santé, pour dire que la santé, ce n'est pas que la santé humaine, il y a la santé animale, il y a la santé environnementale. Donc, toutes ces entités-là sont interconnectées et il faudrait aller vers une démarche qui met en avant le bien-être des communautés. Et le bien-être des communautés n'est pas que dans le curatif, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de curatifs. Mais il faut la prévention primaire. Qu'est-ce qu'on fait en amont pour prévenir la survenue de certaines maladies, la survenue de certaines pathologies? Parce que, effectivement, les addictions, les habitudes, font partie des conséquences. Quand ça ne va plus, quand ça ne va pas, on va se réfugier là-bas. Donc, c'est vraiment la démarche de Medcamer. Et c'est un honneur et c'est un bonheur d'être à la tête de cette institution. Mais c'est vraiment un travail collaboratif, un travail de réflexion ensemble. On s'appelle le think tank parce qu'on travaille, on réfléchit ensemble sur comment on peut faire pour améliorer les choses. Donc c'est de la collaboration, c'est du bénévolat, c'est en bonne intelligence, on travaille ensemble. Lors de la préparation de cette émission, il m'est arrivé justement de tomber sur une lettre que vous avez faite à l'endroit de vos frères, comme vous les appelez, de cette association-là. Et j'ai très vite compris que le bien-être même déjà des médecins, c'est une priorité pour vous. Absolument. On ne saurait soigner en étant malade. Absolument. Un soignant qui ne va pas bien, c'est un danger pour la population, tout simplement. Donc si on n'est pas bien nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut soigner? Et c'est important qu'on comprenne que nous sommes des êtres humains également, comme tout le monde, quoi. Donc derrière la blouse ou en dessous de la blouse, il y a un être humain, il y a un cœur qui bat. On oublie souvent cette partie humaine du soignant. Et donc c'est ce que je voulais mettre en avant, mais je voulais surtout également encourager mes frères, mes confrères, pour leur dire, prenez soin de vous, prenons soin de nous, parce que dans notre serment, on a promis de prendre soin des autres, mais très souvent on s'oublie. On oublie de manger, c'est souvent à 15h30 qu'on se rend compte que est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Et donc ça fait qu'on tombe dans cet engrenage et très souvent ça se passe mal. Donc c'était dans ce sens-là. Allez, avant la prochaine étape, je souhaiterais d'abord que vous adressiez particulièrement à ces femmes, médecins, mamans, et puisque vous avez parlé de cet état qu'elles devraient, comment dire ça, de leur santé mentale d'abord, puisque nous sommes dans le mois de mars, s'il vous était donné de vous adresser à ces femmes qui portent de charges assez lourdes quand même mentalement, en tant que médecin, femme et maman et tout, que diriez-vous en fait? Alors mesdames, les filles, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui perturbe la santé mentale? C'est le stress. Le stress, c'est quelque chose de normal, donc rassurez-nous. Quelqu'un qui est stressé n'est pas faible. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir peur, c'est normal
d'avoir l'impression qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et de prendre soin de soi, de se reposer. Prendre soin de soi, c'est manger normalement, c'est dormir, c'est faire sa manicure, Oui. c'est faire ses cheveux. Oui. Vraiment, le temps, on sait que nous, les mamans, on pense seulement aux enfants. Ok? Mais à un moment donné, on s'oublie, on a tendance à s'oublier. C'est mais vraiment de penser à ce bien-être, à tout ce qui rentre dans le bien-être, l'activité physique, l'alimentation équilibrée, le sommeil, parce que c'est important aussi de dormir. Donc vraiment pouvoir gérer son temps de manière efficiente, déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire. On peut pas. Nous sommes des super mamans, des super mais quand women, même, hein. mais voilà, délégons. En parlant d'addictologie, il y a que les femmes aussi, elles sont addictes côté cœur, côté amour, déception amoureuse et autres. Souvent aussi, elles peuvent flancher à cause de cela. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, bien sûr, il y a les relations toxiques, les fameuses relations toxiques, mais les relations toxiques sont, elles sont juste la conséquence de ce qu'à la base, il y a une blessure, les fameuses blessures de l'enfance. Peut-être que dans l'enfance, il y a quelque chose qui s'est mal passé, Oui. ou qui ne s'est pas bien passé, et qui a mis une petite porte qui va être le point d'entrée pour cette relation de dépendance affective qui va s'installer plus tard. Parce que dans cette relation, la femme elle a besoin de quelque chose. Peut-être qu'elle a besoin d'affection, peut-être qu'elle a besoin de reconnaissance, peut-être qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc quelque chose qu'il n'y a pas eu, par exemple, dans l'enfance ou bien à un moment donné de son développement. Et ça, c'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour tout le monde également. Donc, elle va se retrouver dans une relation abusive où elle va penser elle va valider ce qui se passe parce qu'elle se dit que voilà, c'est normal, Oui. parce que c'est dans ce schéma-là Elle qu'elle a mérite pas grandi. mieux. Elle ne mérite pas mieux. Donc, malheureusement, il y a également ce genre de relation. Oui. Mais, mesdames, vous êtes magnifiques, vous avez un potentiel infini. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous fait mal, parce qu'à partir du moment où ça fait mal, ce n'est plus correct. Merci, docteur Kémé. Je crois que là, on en a tout besoin. C'est un message qui tombe à pic. Allez, avant de partir, on va rentrer dans cet exercice-là. 3 dames qui ont sûrement, quand même, dans votre parcours, quelque chose à vous dire, qui ont sûrement eu une sorte d'impact. Je vais citer en premier Madame Kémé. Oui, Votre mère. Madame Kémé. Madame Kémé, c'est la résilience personnifiée. Déjà, on pourra avoir Madame Kémé en image grâce à la réalisation. Oui. Donc, si dans ma tendre enfance, j'étais très collée à papa parce que j'étais un peu garçon manqué sur les bords et maman. Mais avec le temps, je me suis rendu compte de sa grande persévérance, de sa grande force. Je me suis dit, mais c'est plus facile de tout casser, d'être fâché, etc. Oui. Mais c'est encore plus difficile de se retenir, Exactement. de construire, de rester concentré sur l'objectif. Et c'est là où on salue d'ailleurs toutes les mamans et ce qu'on essaye de faire au quotidien parce qu'on veut construire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une leçon que j'apprends tous les jours avec elle. S'il fallait lui dire quelque chose aujourd'hui, directement, hein, vraiment. Je t'aime, maman. Merci d'être là pour moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon ça. Allez, il faut dire aussi que nos mamans sont nos premiers modèles. Hein. Souvent, on va chercher très loin ce qu'on a sur place. Et j'apprécie bien ce geste-là. Mais avant de prendre une autre figure dans votre domaine médical, on va peut-être faire un petit stop musicalement parlant. Et je vais évoquer une artiste qui, au Cameroun comme ailleurs, aura su marquer l'univers par son nom, Aretha Franklin. Oui, Aretha Franklin, c'est la crème en matière de jazz. Oui. Et elle a des tubes connus du monde entier. Il y a Natural Woman, qui est un tube où elle célèbre un peu tout ce qui est naturel, tout cet amour-là qui la valide telle qu'elle est, naturelle, sans noire, artifice. sans artifice, etc. Je pense que vous l'aimez bien. Like natural woman. Yeah. Donc c'est vraiment ça. Elle a un autre tube, Respect, aussi, qui revient sur
le respect, finalement, le respect qu'on doit avoir envers la femme, que le respect que la femme doit avoir envers elle-même, finalement. Donc, respect, c'est également très saisissant comme. Allez, on va prendre cette image-ci pour terminer. C'est une dame qui aussi, comme je disais, dans votre domaine, a eu de l'impact, est à la tête de l'hôpital La Quintini à Douala, la première femme à l'être. C'est quand même assez lourd. Donc la réalisation nous permet de l'avoir en image. Je vous laisse le soin de nous dire ce que vous en pensez. Alors Marie-Solange, c'est une amie, c'est une sœur. Elle est également membre de l'association Medcamer. Elle a été d'ailleurs la première présidente de l'association Medcamer. Donc pour nous, c'est toujours une fierté de voir une femme réussir. Toujours. Parce que la femme, elle apporte ce côté bienveillant dans tout ce qu'elle fait. Donc l'avoir à la tête de l'hôpital La Quintini, pour nous, c'est plein d'espoir. Parce que non seulement elle va pérenniser les idéaux de Medcamer dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également apporter sa touche féminine, cette touche bienveillante, cette touche compatissante. Donc, c'est un exemple à suivre. Une sorte d'émulation aussi. Absolument, absolument. On est derrière elle, comme on dit. Allez, nous sommes au terme de l'émission déjà. Un mot. C'est vrai que tout à l'heure, vous vous êtes adressé aux femmes médecins, mais aujourd'hui, aux femmes de manière globale. Un mot d'espoir peut-être, d'encouragement. Un mot d'encouragement, je dirais que la femme a un potentiel inimaginable. Et les seules limites qui existent sont les limites dans son propre cœur. Donc vraiment, le monde lui appartient. Il ne tient qu'à elle d'aller de l'avant pour tout déchirer. Merci Dr Kémé d'être passé et n'arrêtez pas de tout déchirer comme vous l'avez si bien dit. À toutes les femmes qui nous regardent, aux femmes médecins, tout particulièrement, nous leur dirons ce jour, allez, bien de belles choses à vous, n'arrêtez pas d'impacter. Nous sommes fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites. À très bientôt. Retrouvez vos programmes sur Candice Télévision.